Hey, salut à tous, c'est Ewen pour une nouvelle vidéo de formation en informatique. Donc aujourd'hui, on va aborder la virtualisation, comme promis dans l'autre épisode. Donc on va voir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, les avantages, etc. Tout ça juste après l'intro. Donc, nous avons vu maintenant comment fonctionne notre réseau à la maison, plus en détail avec les adresses IP et les adresses MAC. Et maintenant, on va voir côté PC, comment on va faire pour avoir plein de services, donc par exemple, héberger vos mails chez vous, vos données, etc., sans avoir un ordinateur pour chaque service. Donc à ce moment-là, on va prendre un ordinateur très puissant, donc un serveur, comme on a évoqué plein de fois, et on va virtualiser dedans. Donc on prend un serveur, c'est un PC, et on met d'autres petits PC virtuels dedans. Donc là, c'est la base. Donc le sommaire. On a les avantages de la virtualisation. Donc ce que j'ai dit avant, justement, pourquoi utiliser la virtualisation alors plutôt qu'à d'avoir un PC à chaque fois. Nous avons le fonctionnement, donc les différents types d'hyperviseurs. Donc un hyperviseur, c'est ce qui va gérer vos ordinateurs virtuels, parce qu'ils ne vont pas arriver tout seuls. Il faut qu'il soit surveillé. Son activation dans le BIOS, parce que le processeur n'est pas fait pour ça. C'est un truc en plus, en fait, de pouvoir virtualiser sur un ordinateur. Mais souvent, vous l'avez. Si vous n'avez pas un ordinateur qui date de l'avant-guerre, ça sera bon. Et le CPU, les ressources diverses, c'est très important, mais il y a des choses à voir dessus, justement. Et des logiciels à découvrir. Donc, avant de commencer tout ça, n'hésitez pas à prendre une petite tasse de café, tisane, n'importe quoi. Ouvrez vos onglets et préparez-vous à taper des recherches. Dès qu'il y a un truc qui vous intrigue et que j'en parle pas assez, vous dites en commentaire et vous regardez à côté. C'est très important parce que là, je donne des bases et du coup, vous pouvez aller voir les bases sur Google après, découvrir. Les avantages de la virtualisation. Donc là, on a un petit screen de VMware que j'ai pris sur leur site parce que j'adore ce qu'ils font. Donc, on va voir chaque petite image à chaque fois. Donc, réduction des dépenses d'investissement, des coûts d'exploitation, c'est vrai parce qu'on ne va pas acheter un ordinateur justement pour chaque service. Vous allez acheter un ordinateur à 500 euros alors qu'il sera utilisé qu'à 20%, ça sert à rien. On va plutôt acheter un serveur à 14 000 euros, admettons, ou voilà, enfin des prix délirants. Mais on va mettre 100 ordinateurs virtuels dedans, quoi. Facile. Donc on a ça, réduction ou suppression des interruptions de service, oui. Parce que quand votre ordinateur physique, eh ben, il est mort, donc il a un problème technique, il s'éteint, le service n'est plus disponible. Tandis que là, avec la virtualisation, tout est côté logiciel, c'est plus côté matériel les problèmes. Donc dès qu'il y a un ordinateur qui est cassé physiquement, hop, il y en avait un autre qui avait tout recopié. Donc c'est de la redondance. C'est très important ça dans un centre de données, même à petite échelle pour votre entreprise, si vous avez le budget justement, vous avez ça normalement. On ne va pas laisser tous les services sur un seul ordinateur sans redondance. Donc, renforcement de la productivité, de l'efficacité, de l'agilité et de la réactivité informatique, c'est vrai, encore une fois, enfin tout est vrai dans tous les cas. Ce qui permet en fait, donc l'efficacité, justement, on optimise un peu mieux notre infrastructure. On va pas acheter des trucs avec de la puissance inutilisée à long terme, mais elle sera utilisée forcément. Donc efficacité, bah oui, du coup, vu qu'on peut passer d'un serveur à un autre, le PC virtuel, sans que ça se voit, etc. Donc ça, on verra ça avec VMware. L'agilité, réactivité informatique, bah en fait, dès qu'il y a un problème, vous aurez une alarme qui va arriver dans votre poste et qui va vous dire, bah vous avez trop de RAM d'utiliser, trop de machin, ou il y a un serveur qui est tombé. Même s'il a recopié, du coup, c'est bon. L'accélération du provisionnement des applications et des ressources. Donc dès que vous avez besoin de patates, donc vous faites un gros rendu vidéo sur un ordinateur virtuel, il y a des options qui existent. Pour l'instant, je commence à aborder ça moi personnellement. Dès que votre ordinateur virtuel a besoin de plus de puissance qui n'était pas prévue, hop, on va lui en donner automatiquement et les enlever à la fin de la tâche. Donc c'est provisionnement, voilà, dynamique. Renforcement de la continuité de la reprise d'activité. Donc ce que j'ai dit, ça recopie vos PC virtuels. Si admettons vous avez un ordinateur et que vous travaillez dessus et qu'il a été cassé, enfin le serveur est cassé, enfin cassé c'est pas le bon mot, mais voilà, on va dire il est cassé, bah tout était déjà recopié. Donc vous avez même pas vu qu'il n'y a plus de serveur. Ça a été recopié sur un autre serveur, donc c'était bon. Mais ça a été fait à l'avance, bien sûr, c'est pas quand il est cassé que c'est recopié. Simplification de la gestion des data center, bah oui, parce que à la place de venir se brancher à chaque PC avec son petit câble VGA ou HDMI, là d'une interface où je gérais tout
Vraiment, mais tout depuis une seule interface. Et c'est très agréable. Une barre de recherche, vous tapez quel PC vous avez besoin, il vous l'indique. C'est très simple. Et disponibilité d'un véritable software Definitive Data Center. Voilà, enfin bref. Ce qu'on veut voir, c'est que on utilise la puissance qu'on donne. Donc c'est intéressant. Donc interruption de service, bah, pour nous, pour notre laboratoire, c'est pas très important, mais c'est très important en production. En production, c'est quand on utilise en service dans une boîte. Donc, on parlait de l'évolution de l'infrastructure. Donc là, je te montre passer à la virtualisation. Là, on a un avant. Donc, ça existe toujours comme souvent, c'est en hybride. Dans les entreprises moyennes, pas dans les data centers, mais dans les moyennes. On a les ordinateurs ici, voilà, donc à l'ancienne. Donc là, il n'y a même pas d'IO Shield, enfin, il n'y a pas de protection. Mais voilà. Ici, on va avoir le serveur mail, le serveur web, voilà, etc. Chaque petit service, mais bah, on va utiliser que 2 Go de RAM sur 4, admettons, ou même pas 300 MO. Et c'est embêtant. Tandis que même si on garde ça et on met le logiciel, mais bon, on passe à ça, on va tout utiliser parce que tout sera regroupé, on pourra tout voir. Donc à la place que vous dites, ouais, il y a 4 Go de RAM, 4 Go de RAM, 4 Go de RAM, hop, il va additionner, il va faire, bah, moi j'en ai 12 de disponibles. Et il va réattribuer ici, voilà. Donc le après, on passe à des serveurs rack, donc j'ai déjà parlé de ça. Mais bah là, on a un serveur rack, voilà. Là, c'est tous les disques durs, l'avant, l'interface de disque dur. Donc c'est du Dell, mais ça, on s'en fout, c'est pour la démo. Là, on a beaucoup plus de puissance que tout ça. Un seul serveur est peut-être plus puissant que tout cela, selon la date, ça dépend aussi. Mais souvent, là, on peut atteindre les 500 Go de RAM, 1000 facile. Très facile, justement. Il n'y a pas besoin de bidouiller, on rajoute juste des barrettes, ça fonctionne. Donc, le fonctionnement de la virtualisation, on va voir ça plus en détail. Les différents types d'hyperviseurs, donc on a vu qu'il y avait des couches, la couche 1 et 2, enfin en réseau dans le modèle OSI. Là, c'est autre chose. Là, on voit les hyperviseurs, donc on va voir, pour vous, vous utilisez le type 2. Et ici, l'hyperviseur type 1, pour moi, ce que j'utilise actuellement, mais que vous pourrez passer après. Donc, logiciel de contrôle, ça va être, admettons, VirtualBox, si vous voyez ça. Ça sera le logiciel, enfin, on va plutôt partir du bas. Donc ici, on a matériel. Donc c'est votre carte graphique, votre processeur, etc., vos composants. OS hot, donc souvent vous êtes sur Windows, donc 7, 10, 8, 11, bah, voilà, c'est pas grave. L'émulateur, ça c'est le gros problème d'un hyperviseur de couche 2, c'est que le problème il va devoir virtualiser un processeur, virtualiser de la RAM à partir du vrai. Et du coup on fera de la perte. Donc à ce niveau-là c'est assez embêtant. Et voilà, ici après on a donc les drivers, le laisse invité, donc le Windows virtuel ou le Linux ou le Mac, et l'espace utilisateur. Donc, pour l'hyperviseur de type 1, on a toujours notre matériel, mais là on a directement l'hyperviseur. Donc l'hyperviseur envoie directement du matériel à la machine virtuelle. Ça va beaucoup plus vite, on perd beaucoup moins, et c'est pas virtualiser, le processeur, etc. C'est plutôt hybride, c'est donner directement une partie du processeur, etc. Donc là, on a tout pareil, donc par rapport à là, voilà. Donc là, on a l'OS privilégié, donc on reprend pour VMware ESX, qui est le système d'exploitation des hyperviseurs, qui va être justement privilégié. Il ne faut pas que lui il bug, sinon ça fait tout bugger. Donc l'activation du BIOS, bon, c'est un peu foiré pour ce screen-là, ça c'est en UEFI. Donc vous pouvez regarder selon votre BIOS comment activer. Donc le BIOS, c'est le microprogramme intégré dans votre ordinateur, ou l'UEFI, UEFI justement. Et voilà. Ici, on a pour Intel, donc virtualisation technologie, Enable. Vous regardez selon votre carte mère, parce que c'est par rapport à la carte mère, comment on va dans le BIOS ou l'UEFI, comment on active la virtualisation, et c'est bon. De ce côté-là, vous n'aurez plus besoin, tout se passera sur Windows. Donc quand vous verrez des tutos, ou par moi ou par d'autres, sur VirtualBox, etc., on verra ça. Maintenant, les CPU et ressources diverses. Alors là, c'est quelque chose. On voit justement, je vous ai dit, c'est facile, il redonne les ressources. En hyperviseur de touche 1, on va parler souvent. Mais là, c'est pareil, ça c'est pour Windows en général, celui-là, mais celui-là, c'est un peu plus complexe. Donc, les core vs threads, donc cœur et cœur logique. Donc, un CPU, donc un processeur, quand vous l'achetez, un quad cœur. C'est super, il a 4 cœurs. Et ben, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on a des technologies qui permettent de doubler ces cœurs.
d'avoir justement un cœur physique et un cœur logique. Ce qui permet de faire un 8 cœurs. En gros, sur Windows, vous allez pouvoir, avec un 4 cœurs, avoir 8. Donc un hyperviseur, vous allez avoir un cœur souvent dédié à l'hyperviseur. Donc ça va vous passer de 3 PC virtuels à 7 PC virtuels. C'est énorme. Vous faites un gain énorme. Bon après, des PC virtuels à un cœur, c'est rare si on a beaucoup de patates à avoir besoin. Et là, les vGPU. Donc un GPU, c'est une carte graphique. Bon, ça c'est pour Nvidia que je montre. On va voir ça pour le résumé après, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la virtualisation, c'est super parce qu'on a le serveur, donc là les composants, donc le GPU Nvidia, et on peut la carte graphique, si elle est trop puissante, bon, les gamers c'est rare pour vous, mais pour d'autres personnes dans le Photoshop, Premiere Pro, la productivité, ça peut être souvent le cas d'avoir une trop puissante et de pas tout utiliser pour le moment pour avoir de la marge. Ben, on va la découper en plusieurs morceaux pour donner à plusieurs PC virtuels de la puissance graphique. Donc voilà, après on a le Nvidia machin chouette. On va pas voir les technologies Nvidia non plus. Donc là voilà, apps and VM. Donc nous on voit les VM, donc virtual machine, les PC virtuels, voilà. Sur cette couche-là, et nous on voit de tout. Donc là le BIOS, les composants. En administration, on va devoir savoir monter un serveur, puis mettre le système d'exploitation et gérer les VM. Là c'est quelque chose. Voilà, dès qu'on voit ce schéma, on a peur, mais il faut pas s'y faire, c'est tranquille. Quand on connaît, qu'on est à l'aise et qu'on est passionné, ça va. Donc, on va finir déjà par les logiciels à découvrir. Donc c'est juste pour aborder la virtualisation. On a VMware Workstation Pro. Bon, il y a des cracks sur internet, mais il est payant. Donc si vous voulez être en toute légalité, vous avez VMware Workstation Player qui permet de faire une seule VM. Mais c'est déjà ça, une VM, vous pouvez mettre un Windows Server ou etc. Enfin, vous pouvez tester en virtual machine. Donc tester un virus, admettons, en virtual machine, si vous ne savez pas ce qu'un pote vous a envoyé, vous faites une virtual machine, hop, vous isolez le réseau et vous testez. Ça peut être intéressant. Après, on a VMware Fusion pour avoir un Windows sur Mac. À la place d'utiliser Assistant Bootcamp, là c'est juste une machine virtuelle. Et pour qu'on va voir ça plus en cours, souvent ça sera VirtualBox. Donc c'est libre, open source, hein, voilà tout le tralala. C'est cool, c'est sur Linux, Mac, Windows. On peut tester des VM, machin. Mais pour vous dire mon retour, on n'a pas appris VMware en cours. Mais je préfère être avec tout ce qui est VMware, c'est beaucoup plus confortable. Je n'ai pas sponsorisé ni rien, mais vraiment, c'est un confort. C'est payant, mais c'est un confort. Et Parallel Desktop, c'est pareil, c'est pour Mac. Donc un outil de virtualisation pour exécuter Windows sur Mac. Donc c'est les mêmes à peu près ceux-là. Et après on a les hyperviseurs. Donc justement c'est de la couche 2, c'est ce que vous installez sur votre Windows ou votre Mac ou votre Linux. Et ici voilà, on a Nutanix AHV, je l'ai mis mais je ne connais pas. VMware ESXi, ça je connais. Donc ça c'est la solution de VMware pour faire des PC virtuels à partir d'un hyperviseur. Donc si vous avez un serveur, enfin pas un serveur, c'est rare pour notre âge. Souvent si vous regardez en ayant ma tranche d'âge ou plus jeune, ou même un peu plus vieux, notre budget est souvent limité. Donc si vous avez un ordinateur qu'on vous a donné à droite à gauche ou récupéré, vous installez ça dessus. Vous pouvez faire plein de petits ordinateurs virtuels à la place de gâcher cet ordinateur. Donc c'est intéressant. Microsoft Hyper-V, donc c'est une technologie, quand vous avez Windows 10 Pro, et bien vous pouvez installer Hyper-V, ce qui permet de faire des machines virtuelles dessus. Donc à la place, c'est pas de la couche 2, c'est pas de la couche 1 en fait, vu que Windows maîtrise ce système-là. Je ne saurais pas vous dire quelle couche c'est, mais en tout cas c'est assez intéressant pour faire des tests de VM entre elles, enfin de PC virtuels entre eux. Vous pouvez faire des réseaux virtuels, enfin voilà, vous avez plein de choses, mais c'est pas tellement poussé que ça. C'est pas un hyperviseur comme ESXi ou Citrix. Citrix, là, je découvre un petit peu en ce moment, mais j'ai du mal. Citrix, j'ai pas encore installé, j'essaie déjà de comprendre les notions, mais VMware, c'est une technologie qu'il faudrait vraiment que vous appreniez. Donc, on résume tout ça, comme à chaque vidéo. On a, hop là, ici, donc le sommaire, non. Donc, on réduit les dépenses à virtualiser. Donc, on n'achète pas 10 PC pour 10 services, on achète un serveur pour les 10 services. Donc, en virtuel, sur le même serveur. C'est toujours disponible. Si un PC tombe, c'est recopié sur l'autre, pour résumer.
tout est simplifié, on n'a pas à aller se brancher sur le PC à chaque fois, on voit tout à distance. Après, l'infrastructure peut évoluer, donc on passe de ça à ça. Ça, on n'a pas besoin d'avoir d'écran, donc d'avoir accès direct. On gère tout à distance. Donc là, avec Dell, on a HydraC, qui est pour plus tard, mais voilà, on a une technologie assez poussée. On a les fonctionnements, donc l'hyperviseur de type 2, ce que vous allez commencer dans l'idéal pour apprendre vite. Ça va être, voilà, si vous voulez juste apprendre Windows Server et pas mettre en place tout un serveur dédié, hop, vous installez ça, donc un VirtualBox, un VMware, etc. C'est pas mon problème, tant que vous l'installez, que vous testez, c'est good. Ou vous mettez un hyperviseur de type 1, et là vous avez vraiment votre serveur de test, ce qui est top. Pour un labo, on met un hyperviseur de type 1. L'activation dans le BIOS qui est très importante, sinon ça fonctionne pas. Le CPU, le processeur va pas comprendre quand vous allez lui demander. Donc, faut l'activer, la virtualisation. Et la virtualisation imbriquée, dans l'idéal, si vous voulez faire un PC virtuel dans un PC virtuel, ce qui est encore plus complexe. Mais pour l'instant, vous n'en avez pas besoin. Mais sauf si, par exemple, vous prenez un VirtualBox et que vous avez envie de faire un ESXi de VMware dedans. Là, c'est très poussé, il faut souvent plus de puissance et vous allez plutôt vous retourner du côté anglais si vous voulez apprendre tout ça. Parce qu'en France, c'est intéressant, mais on voit mieux tout ce qui est côté américain, par exemple, pour les tutos. Donc le CPU, quand vous achetez un CPU 2 cœurs, vous avez 4 cœurs logiques, ce qui est intéressant pour virtualiser, à retenir pour le gaming, etc. Mais là, c'est pour virtualiser qui est intéressant. Les fréquences, ça nous intéresse pas trop pour l'instant, parce que les fréquences sont déjà bonnes pour ce qu'on a besoin de faire. Mais les cœurs sont multipliés, donc nos VM aussi. Et les VGPU, donc quand on va utiliser du Photoshop ou du Premiere Pro à distance, on va utiliser un VGPU, donc une carte graphique, donc un processeur graphique à 15 000 €, on va le découper en 6 processeurs graphiques virtuels. Donc 6 GTX 1080, admettons, pour dire des bêtises, mais voilà. On virtualise pour attribuer les tâches et qu'ils soient utilisés entièrement. Et vos logiciels à découvrir. Donc, merci de m'avoir écouté. Mon tuto a mis un peu plus de temps à sortir. Mais comme je vous l'ai dit, je vais au feeling. Je vais pas sortir plus vite que plus tard. Je prends mon temps. C'est le plus important. Vous me donnez vos retours. Pour l'instant, c'est assez vide mes commentaires. Mais n'hésitez surtout pas à venir poser des questions, vouloir venir sur Discord, etc. Nos prochains tutos, on verra ce que c'est. Mais maintenant, ça touchera la virtualisation, justement, ou les switches, ou etc. Enfin, on ne sait pas encore. Mais voilà, on a déjà abordé des gros sujets d'administration réseau et système.